Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est le premier épisode du second tour des playoffs, le premier débrief du match 1 contre Dallas. Je suis avec Constant, je suis avec Tom. Comment ça va les gars? Ça va, ça va. Je vois que tu n'as pas poursuivi ma trend de dire c'est le combientième épisode, mais t'as changé au lieu de dire c'est le cinquième débrief de playoff de l'histoire de la chaîne Thunder. T'as dit le premier du second tour, donc ça passe quand même. Le doute, ça passe, mais bienvenue dans ces playoffs 2024 qui consistent à savoir qui du Thunder ou des Wolves perdra un match de playoff le premier. C'est à peu près le leitmotiv de ce qu'on voit en NBA depuis 10 jours. Ouais, alors, ça va très bien évidemment. OKC invaincu et s'il y a un Thunder Wolves, je pense que le match ne s'arrêtera jamais. C'est C'est comme un impossible. Lyon-Leverkusen. Il y a une faille dans l'espace-temps, tout s'écroule autour. Voilà, c'est impossible. Donc je pense qu'il faut donner le titre aux deux franchises. C'est la seule solution. Ouais, c'est vrai que ça sera peut-être qu'au premier affrontement que les deux équipes perdront. On en est loin encore, on en est loin. Mais je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi, après, on va le dire, cette belle victoire du Thunder, ce très bon match dont on va débriefer. Le Thunder est toujours invaincu en playoff au Brooks Match, a pris un bon départ sur ce second tour avec une victoire à domicile, qui n'est pas gage de gagner la série, bien entendu, parce que petite dédicace à Mavs FR qui l'a tweeté, ils ont perdu leur premier match sur les 5 dernières séries, les Mavs. Donc rien n'est joué, effectivement, mais on va débriefer ça et on va quand même se satisfaire un petit peu de cette performance. Très rapidement, petit résumé du match, un petit peu carton par carton sur les temps forts, etc. Bon, début de match assez équilibré, avec notamment un gros départ de Luka, peut-être le seul moment où il est vraiment bon d'ailleurs. On voit un peu de Dort, un peu de Guidi, un peu de Chet, puis Shea qui prend un petit peu la mesure de cette match-up-là. Ça s'emballe un petit peu au deuxième quart-temps côté OKC, notamment grâce au banc et notamment grâce à l'entrée de Wiggins et pas mal de lancers de Shea, Dub notamment, et un petit écart qui se crée petit à petit avec notamment un 16-5 qui est passé aux Mavs. Donc OKC va au vestiaire avec une légère avance, 9 points si je ne me trompe pas. J'ai pu noter, 9 points je crois. Ouais. 9 points. Retour du troisième. Là, les Mavs reviennent avec de bien meilleures intentions. Ça met un run, notamment avec Kyrie et Luka qui accélèrent. Kyrie met un gros tir en transition pour revenir à 1 point, notamment à 3 points. Et puis la réponse d'OKC ne tarde pas. Réponse au 11-3 des Mavs. L'attaque était très froide et puis d'un coup elle devient très chaude avec 4-3 points d'affilée. On reviendra aussi sur des changements que Daynault a pu faire. 4-3 points d'affilée de plusieurs joueurs différents et puis tu recreuses l'écart directement. Ton banc tout le monde se remet à défendre, le banc apporte encore. Et si on n'avait pas ce buzzer de Kyrie, tu avais une avance assez confortable, on va dire, à l'entrée du quatrième quart-temps. Début du quatrième quart-temps, c'est un gros duel entre un peu les maîtres des quatrièmes quart-temps des deux équipes, Kyrie Irving, Jalen Williams, qui se répondent un petit peu coup pour coup. Et finalement, ça bascule côté OKC. Il y a notamment des beaux duels aussi de Chet et Gafford là dans ce quart-temps. Mais ça bascule côté OKC avec un excellent Aaron Wiggins encore une fois, de l'adresse. Les Mavs tentent un petit peu de jouer small ball, on y reviendra, mais ça suffit pas. Et puis sur la deuxième mi-temps, 11 sur 18 pour OKC sur les 3 points, 17-2 sur le quatrième quart-temps qui est passé. Pour finir, messieurs, sur 5 minutes de garbage time, pour les premiers points d'Ousmane Dieng en playoff notamment. Voilà, résumé très rapide. Tom, ton ressenti toi vis-à-vis de ce match, comment tu l'as vécu au live tweet en plus, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que ton premier sentiment là à la sortie alors on va dire maintenant que quelques heures sont passées, on va plutôt dire. Je dormis un petit peu, ça fait du bien quand même. Mais ouais, non, déjà tu l'as dit, j'étais au live tweet et 2 live tweets dans ces playoffs, 2 blowouts. Si j'étais disponible plus souvent, je les ferais peut-être tous, comme ça il n'y aurait aucun stress pour les fans d'OKC. Mais non, plus sérieusement, vraiment très, très satisfait de ce match. Surtout que sur un Game 1, on se demandait en quelle forme on allait arriver, là où Dallas était encore dans le jus, il sortait une série en 6 contre les Clippers. Le Thunder avait eu une vraie période de repos après le sweep contre les Pelicans. OKC a direct été dans le ton et il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. On a retrouvé OKC qui a mis en place pas mal d'ingrédients qui ont fait le succès en saison régulière et qui ont fait que le Thunder a bien assuré ce premier match avec un écart où j'avoue je m'attendais pas du tout à ce que vraiment on n'a pas roulé sur les Mavs non plus parce que le plus 20 est peut-être un peu flatteur, mais OKC a gagné plutôt logiquement ce Game 1. Grâce à une perte des deux côtés du terrain assez énorme. On va parler notamment de la défense. OKC n'a toujours pas pris 100 points dans un match NBA. Donc un match NBA en playoff en tout cas.
Donc, ouais, très, très satisfait. Un live qui s'est fini plutôt sereinement. Donc, voilà, c'est une bonne entame de série, en tout cas, dans une série qu'on attendait, qu'on attend en tout cas très serrée. Donc, c'est toujours bien de prendre le Game 1 de belle manière comme ça. Ouais, non, disons que c'est sévère. Enfin, le score de plus 23 est sévère comparé à la première mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, il n'y a quand même pas énormément photo. Et on va dire sur le quatrième, il y a un gros run d'OKC à un moment, comme tu l'as dit, le 17-2. Non, après, c'est une victoire assez maîtrisée, on va dire, du côté d'OKC. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous les points qu'on avait un peu cités avec toi, Pierre, durant la preview, se sont un petit peu concrétisés. C'est-à-dire le jeu des pertes de balles, la défense sur le drop, la capacité à sanctionner le manque de spacing des Mavs avec l'absence de Maxi Kleber. C'est qu'il y a plein de choses qu'on avait mentionnées sur la preview qui se sont concrétisées. Donc au moins, ça montre que sur la preview, on avait plutôt vu juste, on va dire, sur les points à viser. Après, c'est une victoire, j'ai envie de dire, logique du côté de Casey, et c'est normal qu'elle soit plutôt large quand on voit le constat global, que ce soit sur les rebonds offensifs, que ce soit sur les pertes de balles, notamment des Mavs, ou que ce soit sur le niveau de Luka Doncic. Ça aurait été inquiétant, j'ai envie de dire, qu'avec un Luka à ce niveau-là, tu ne remportes pas le match assez largement. Ça aurait peut-être été plutôt un élément positif pour les Mavs, mais non, victoire méritée, tant la théorie du ketchup, à savoir dès qu'un 3 points est tombé dedans, tous les 3 points sont tombés dedans en deuxième mi-temps. À partir de ce moment-là, il n'y a quand même eu pas grand-chose qui pouvait empêcher OKC de scorer. Non, ouais, je suis d'accord. On a été plutôt bon sur la preview, en tout cas sur ce match-là, sur ce qu'on a énoncé, sur les points clés à suivre. Et on y reviendra pas mal là dans les points tactiques quand on va aller dans le cœur du match. Non, mais moi de mon côté, je suis très satisfait bien sûr de cette victoire où Casey a fait le taf. Bon, bien sûr, il y a eu des manquements côté Mavs qui ont bien aidé, notamment Luka qui a pas été très adroit. On a eu pas mal d'opportunités, de rebonds, on y reviendra. Il y a eu pas mal de choses que tu as déjà citées. Après, il y a quelques points d'inquiétude que j'avais qui, pour l'instant, ne sont pas présents, notamment le banc. Par contre, il y en a d'autres qui m'inquiètent un petit peu plus. Je suis pas forcément inquiet vis-à-vis de l'adresse qui, on pourrait dire, nous a fait gagner le match, parce qu'en première mi-temps, t'en as pas forcément de l'adresse et t'es quand même bien dans le match. T'as de l'agressivité, t'as d'autres choses qui t'apportent beaucoup. Après, je me dis, quand je me mets à la place des Mavs, des fans des Mavs, t'as de quoi progresser, t'as de quoi bien mieux produire. Et tu peux être serein quant au fait de réagir à cette défaite-là. Et effectivement, est-ce que c'est cher payé? Je sais pas, parce que la deuxième mi-temps, ouais, tu mets tout, ils mettent rien. Enfin voilà, il y a une vraie différence d'intensité, de momentum, j'ai envie de dire. Mais l'écart représente peut-être pas ce qu'il y avait en première mi-temps où c'était bien plus accroché. Donc ouais, je suis très satisfait. C'est un bon départ dans la série. Il n'y a pas de problème de rythme, il n'y a pas de problème de pas mal de choses sur ça. Mais t'as de quoi quand même te poser la question ou t'as de quoi avoir un petit peu d'espoir si t'es les Mavs de te dire on peut réussir à remonter un petit peu, on peut réussir à aller en chercher un, peut-être le prochain OKC si on défend un petit peu plus fort, si on a OKC à moins d'adresse et si un Luka se réveille quoi. C'est peut-être ça le petit point d'inquiétude. Si Luka se réveille ou si Luka n'est pas blessé, si Luka guérit de manière miraculeuse, parce que ça commence à faire depuis pas mal de temps qu'il est quand même un peu off au niveau de son tir extérieur, mais c'est sûr que quand tu perds de 25 points, on va dire que tu as des axes de progression qui sont assez importants, ou en tout cas que tu as une marge de progression qui est assez importante, mais ça rejoint un petit peu, moi ce que j'avais dit quand j'avais fait mon prono final, c'est que sur ce Game 1 en tout cas, on a vu que l'effectif d'OKC, si tu enlèves les deux meilleurs stars, est quand même mieux fourni que celui des Mavs, et du coup, dans des situations où ces joueurs-là, notamment les Isaiah Joe, notamment les Aaron Wiggins ou les Cason Wallace, peuvent créer des différences dans un match sans que tu aies forcément une explosion au scoring de Shea ou de Jed. Tom, on va aller dans le cœur du sujet, on va parler tactique, on va parler observation de ce match, peut-être premières adaptations, premières choses qui ont évolué depuis la première série. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux un petit peu, de quoi tu as envie de nous parler sur ce match? Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est évidemment un joueur, Aaron Wiggins, mais déjà pour regarder plus collectivement, je m'attendais pas à ce que dans ce Game 1, Mark Daigneault fasse autant jouer Jalen Williams au poste 5. Je m'attendais pas, je m'attendais un peu plus à voir Gordon Hayward, mais on a vu que Daigneault a testé des choses sur ce qu'on voit souvent dans un Game 1, c'est-à-dire qu'il y a une rotation à 10 sur ce match, avec Cason, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Gordon Hayward et Jalen Williams qui sortent du banc. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il a testé ça en première mi-temps, mais tout de suite en deuxième mi-temps,
Tu vois, on parlait du troisième quart où OKC se fait remonter en début de troisième quart-temps et après met un gros run. Tout de suite, Mark Daigneault, quand ça allait pas, il a mis Isaiah Joe sur le terrain, il a fait des choix forts. Tu vois, Josh Giddey, par exemple, il finit le match à 16 minutes. On parlera après du match de Josh Giddey. Mais il a tout de suite fait des choix marquants. Gordon Hayward, en première mi-temps, c'était pas hyper convaincant. Il n'a pas hésité à mettre du Aaron Wiggins directement poste 4. Voilà, Mark Daigneault, t'as pas attendu, c'est pas dit, le game 1, c'est une phase de test, on va essayer des choses. Il a fait un peu ce qu'il faisait sur les matchs contre les Pélicans. C'est une première mi-temps où il a ses rotations à peu près préétablies, où il teste quand même là 10 joueurs, mais c'était plutôt 11 contre les Pélicans. Et en deuxième mi-temps, une adaptation directe à ce qui se passe dans le match pour créer du momentum, pour créer un écart. Et c'est ce qui a plutôt bien réussi à OKC. Ma surprise, c'est vraiment de voir Jalen poste 5 qui a joué peut-être pas toutes les minutes des Archets. Non. Là, je vois le temps, il y a une dizaine de secondes. Il y a une dizaine de secondes et il y a un moment où Jalen et Chet sont ensemble sur le terrain. Mais quasiment toutes les minutes poste 5 des Archets, c'était Jalen. J'avoue que Jalen, j'avais pas l'impression que c'était sur le papier la meilleure série pour lui. Pour l'instant, c'est le clair backup 5. Il a une vraie place dans la rotation. Ouais, non, disons qu'il a été plutôt bon, Jalen. Moi, pourtant, je sais que je suis critique vis-à-vis de Jalen Williams. Il a été très intéressant. Il a plutôt bien défendu le drop face à Daniel Gafford. Il a un peu les quelques minutes où il a matché avec Derek Lively, on l'a pas beaucoup vu. Derek Lively, même de manière globale. Après, tu parlais de la phase d'expérimentation. Disons que le seul move un peu marquant en termes de choix, en tout cas d'ouverture du banc, c'est que Kenrich Williams, hormis le garbage, a été encore une fois non utilisé. Ça, c'est un point qui se répète avec la série face aux Pélicans, qui n'était pas le cas pour le coup en début de série. Au niveau de l'utilisation au poste 5, non, Jalen a fait ce qu'il fallait. Il a sanctionné les situations où Shea était potentiellement trappé, notamment en attaque. Dans le quatrième quart, il y a un gros 3 points qui met où c'est Shea en post-up et du coup, il y a une aide qui vient et Jalen qui sanctionne sur le 3 points. Défensivement intéressant. Après, c'était curieux, on va dire, de voir Mark Daigneault utiliser sa line-up à 2 pivots là, sur la fin de première mi-temps avec Jalen et Chet. Même si, voilà, surtout du côté des Mavs, ils ne jouaient pas spécialement grand, mais c'était peut-être un petit peu pour sanctionner leur manque d'adresse. Mais voilà, j'ai trouvé que Jalen était globalement très intéressant et que c'était à peu près tout ce que tu pouvais lui demander d'apporter des deux côtés du terrain. Et que s'il reste comme ça tout au long de la série, ce que voilà, ça reste à voir, ce sera très largement suffisant. 2 points, c'est que je pense qu'avec Constant, pendant 3 ans, on a dit que Kenrich Williams serait important sur la run de playoff. Pour l'instant, il joue pas. Donc, après, c'est blessé au dos. Ouais, voilà, merci. Et non, pour revenir à Jalen Williams, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il a un impact dès qu'il rentre déjà offensivement. Ça, on n'en doutait pas forcément. On savait qu'il pouvait apporter. Là, il met encore 11 points, 5 sur 7 au tir. Sachant qu'il prend que 2-3 points, donc il a réussi même à finir près du cercle. Il y a un petit move, un moment, il fait sauter le joueur, il va finir à mi-distance. Et je crois que c'est la première action où il rentre dont tu parles, Constant, si je me trompe pas, où il met un 3 points presque directement. Donc non, il a un impact assez immédiat. Et après, en fait, pour la question de faire jouer Jalen ou pas, c'était la question du pick and roll, en fait. Concrètement, c'est la grande interrogation qu'on a avec Constant. Et moi, c'est le point qui m'a peut-être marqué, c'est que la défense du pick and roll, sur le pick and roll en lui-même, j'ai envie de dire, a été très bonne. Il y a eu peu de moments où vraiment on a été en difficulté, où vraiment ils ont eu des tirs faciles. T'as forcément des moments où Luka ou Kyrie ont sanctionné, mais ça, tu peux pas passer à côté à un moment donné avec des joueurs comme ça. Tu dois accepter des fois qu'ils sont meilleurs que toi, mais sur la globalité du match, t'as été plutôt bon dans ces aspects-là. Et Jalen l'a été, parce qu'il a été assez conservateur quand il fallait, assez bon dans la contestation, comme tu as dit, Constant, face aux grands quand il fallait, assez haut, j'ai envie de dire, des fois, pour gêner un petit peu Kyrie et Luka dans leur prise d'écran à faire du edge, etc. Donc ça a été très intéressant. Et pour revenir plus globalement sur cette défense pick and roll, ou même de Luka et de Kyrie, j'ai trouvé qu'on a beaucoup laissé en 1 contre 1 un petit peu Dub et Dort sur Kyrie et Luka. On essaie de limiter un petit peu les switches. Il y a eu quelques trappes, notamment sur les situations de post-up où on hésitait un peu à aller, sur des situations primaires des fois. Dort n'a pas suivi les minutes de Luka en plus, forcément, on y reviendra sur l'impact d'un Kesson Wallace, je pense. Mais voilà, on a été plutôt bon sur ces pick and roll en responsabilisant le 1 contre 1. On a été fort sur les edges sous le cercle. Même si Gafford a été très bon, il n'a pas forcément été sur-efficace dans ses standards, j'entends. Près du cercle, Lively non plus, j'ai pas trouvé très pertinent parce qu'on avait toujours un joueur un peu entre lui et le panier, un peu dans ses pieds souvent, parce que c'était un joueur plus petit.
pour le gêner. Et là où un peu ça cristallisait les critiques et les remarques de nos abonnés, c'est sur ces renversements quand tu as joué le pick and roll de Luka Okari qui peuvent effectuer, où tu trouves le joueur tout seul dans le corner, parce que tu as des joueurs qui rentrent en aide, et parce que là, justement, tu défendais un petit peu plus cet accès au cercle. Là, le point faible, il y était, on en avait parlé avec Constance, ce point faible, il y est encore un petit peu. Il y a eu, pas énormément, mais il y en a eu, notamment au début de match, pas mal de tirs laissés à Josh Green, à PJ Washington, je crois que c'est le premier du panier du match qui est comme ça. Il y a eu pas mal de situations comme ça où tu laisses dans le corner des joueurs tout seuls. Mais globalement, cette défense et cette gestion, j'ai trouvé très intéressante. Bon, ça se voit, ils n'ont pas mis 100 points, mais j'ai trouvé très intéressante. Ouais, bah, de toute façon, il y a 2 stats qui sont significatifs. C'est que Dallas termine à 57% de réussite au tir sur les tirs au cercle. C'est mieux qu'OKC d'ailleurs, mais bon, comme OKC avait des rebonds offensifs, ça s'équilibre. Et il termine à 6 sur 21 sur les 3 points qui ne sont pas dans le corner. Donc effectivement, quand tu as ce savant-là, tu ajoutes à ça les rebonds off plus les pertes de balles, tu arrives sur une bonne défense. Mais non, il y a des situations, encore une fois, OKC, c'est un schéma de jeu aussi, parce que venir aider sous la raquette, tu as des situations où voilà, il y avait Josh Green qui était laissé ouvert et PJ Washington qui était laissé ouvert. Tim Hardaway, on salue les minutes de Tim Hardaway. Il en faut plus sur le restant de la série. Ouais. Alors là, on est sur le croqueur. Là, la situation, il tente à 3 points, rebond off, il retente le 3 points juste après. Là, on est sur du shot choker là, d'élite. Mais après, non, défensivement, ça a été intéressant. C'est ce qu'on avait dit encore une fois dans la preview. On va pas s'attirer des lauriers, mais c'est ce qu'on avait signalé, c'est que OKC a beaucoup moins concédé les switches que ce que l'ont fait les Clippers, notamment Lou Dort, par exemple, sur Luka. Quoique, il y en a eu quelques situations où Luka s'est retrouvé à attaquer sur Shea, mais voilà, c'est quand même beaucoup moins systématique et ça fait plaisir. Donc, à partir de ce moment-là, et ce qui était intéressant aussi, c'est que, puisque là, on a parlé des minutes au poste 5, il y a une situation voilà, qui ne dure pas très longtemps, on en parlait juste avant, mais où c'est J-Dub au poste 5. Et là, du coup, tu es tellement rapide, tu as tellement des joueurs qui sont polyvalents en défense, ou en tout cas qui sont suffisamment rapides pour combler même les situations où tu viens aider. J'ai le souvenir d'un 3 points, je ne sais plus de qui c'est, un 3 points des joueurs des Mavs où il est wide open, enfin c'est une extra passe, il est supposément wide open, et en fait, je crois que c'est Kayson Wallace qui sort, qui fait le close-out comme un malade mental, alors que normalement, c'est censé être une situation où tu es venu aider avant, donc tu laisses un 3 points ouvert. Ça, j'ai trouvé ça pas mal, peut-être à exposer ou à utiliser sur les futurs matchs. Mais voilà, OKC a quand même pas mal sanctionné, on va dire, le manque de spacing des Mavs, même s'il y a des situations où, dans un autre soir, ça tombe dedans, et peut-être que les situations offensives sont pas les mêmes, et que tu t'adaptes peut-être différemment que ce que tu as fait. Ouais, il y a eu grosse maladresse de Luka, de Tim Hardaway Jr. Après, pour ce qui est des tirs dans le corner, pour le coup, les Mavs ont plutôt bien sanctionné. Hein. Josh Green est à 3 sur 8, PJ Washington 2 sur 3. Après, on sait que c'est un choix d'OKC de venir aider et de laisser les corners ouverts. C'est ça le point qui peut poser question sur la défense, parce que les Mavs aiment beaucoup avoir ces tirs dans les corners, justement. Donc oui, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on prend moins de 100 points, alors que les Mavs ont plutôt sanctionné sur des situations qui leur sont favorables habituellement, et sur lesquelles OKC a du mal, enfin laisse en tout cas ces tirs-là plutôt ouverts. Je sais pas si à tous les matchs, PJ Washington il en prend que 3 des 3 points, donc à la limite, mais je sais pas si à tous les matchs Josh Green sera à 3 sur 8 à 3 points. Parce que c'est pas un shooter ultra régulier et fiable non plus. C'est un shooter capable, mais pas élite du tout, quoi. Après, tu l'as bien dit, Constant, c'est un choix. De toute façon, c'était très tourné vers la balle, tu défends très bas sur le pick and roll près du cercle, et du coup, en fait, t'es obligé le joueur qui vient aider et sortir sur le corner, souvent, ça va être le joueur qui est en haut, à 45 degrés, voire encore plus loin, parce que les Mavs n'étaient pas forcément un joueur là. Donc du coup, il est obligé de compenser ça. On va essayer de mettre une situation pour illustrer ça, mais ouais, le joueur qui est sous le cercle ne peut pas ressortir parce qu'il est gêné par le grand, etc. Donc non, c'est clairement un choix qui pour l'instant a été payant, même s'ils ont été plus ou moins adroits dans ces corners-là, et ça peut être une solution pour les Mavs, mais là, le choix, il a été payant, parce que sous le cercle, t'as été, même sans un grand match de Chet, j'ai envie de dire au contre, etc., quand on voit par rapport à un Gafford, t'as été très bon sous le cercle, quoi. Encore, il en met 3 des contre Chet. Je dis ça, mais j'avais même pas l'impression. Oui, et puis et puis la team
les marqueurs de table, là, où c'est tout review, ils enlèvent des comptes. Là, ils l'ont déjà fait à Chet cette saison. Ils terminent le match avec 4. Donc, ils en ont encore enlevé un là, en disant que c'était pas un contre. Ça n'arrive qu'à Chet. Mais non, mais tu vois, Tom parlait de PJ Washington. PJ Washington, il y a quelques situations où il prend même pas le 3 points dans le corner. Il fait un espèce de teardrop à 2 mètres du cercle sur certaines situations, notamment en deuxième mi-temps. Sur première mi-temps, on l'a pas vu énormément. Mais après, pourquoi les Mavs mettent que 95 points? C'est parce qu'ils perdent 15 ballons aussi. Il y a un moment où les pertes de balles du côté de Dallas, alors il y en avait qui étaient provoquées par la belle défense de Casey, et il y en avait qui étaient des situations de déchets techniques où tu as des situations où Luka perd la balle parce que où il essaye de faire une passe, je crois que c'est à Gafford qui est sous le cercle, c'est une passe normalement qu'il fait tout le temps, là c'est une perte de balle. Tu as des situations où ils envoient la balle au premier rang aussi, donc OKC a encore une fois, un peu comme les Wolves aussi, encore une fois, c'est peut-être les deux meilleurs, c'est même sûrement les deux meilleures défenses de ces playoffs. Et ce qu'on voit du côté des Wolves et ce qu'on voit du côté d'OKC, c'est beaucoup de pertes de balles provoquées chez la défense adverse. On verrouille la pâture à tout prix, quitte à laisser des 3 points ouverts. Et pour le coup, c'est une technique qui est en train de bien marcher d'un côté comme de l'autre. Au niveau des Mavs, les Mavs qui étaient l'une des meilleures équipes pour conserver la balle, Luka a perdu des ballons sur des situations de drive, des pertes de balles qu'il perd jamais. Kyrie a perdu des ballons. Lou Dort a toujours été là pour provoquer son écran mobile. Là, il y en a minimum un par match. On l'avait pas vu beaucoup cette saison. L'an dernier, c'était un peu le spécialiste pour ça. Là, en playoff, il se dit je vais recommencer. Mais voilà, cette capacité d'OKC à provoquer des pertes de balles qu'on n'a pas toujours bien su utiliser sur transition. D'ailleurs, on n'a pas été les plus efficaces sur les points sur pertes de balles adverses. Donc voilà, je trouve que c'est quand même intéressant et que c'est un des points majeurs qui peut potentiellement faire basculer les matchs si OKC arrive à reproduire ce schéma tout au long de la série. Non, mais 22 quand même, hein, des points sur turnover. Donc, ouais, c'est pas mais toujours des transitions. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas des transitions franches ou des fois, voilà, des trucs. Et puis tu vois, tu regardes les points sur transition, sur une interception, t'es que dans le 50e centile, alors que Dallas est dans le 72e, par exemple. Ils ont mieux marché sur les pertes de balles, sur le jeu en transition suite à une perte de balles qu'OKC. Donc 22 points sur 15 pertes de balles, c'est pas non plus énorme. Non, mais je suis d'accord avec toi que quand tu as Luka à 5 pertes de balles, Kyrie à 4 pertes de balles, déjà tu as fait du dégât. Lou Dort a fait énormément de dégâts à plonger des fois au sol pour récupérer les ballons, pas mal de mains qui traînaient de un peu tous les extérieurs. Donc vraiment là-dessus très intéressant et ça t'a permis de gagner cette guerre un peu de possession, en plus des rebonds offensifs qui en sont un peu le point surprise de ce match-là, puisqu'OKC a pris plus de rebonds offensifs que les Mavs. Ils en ont pris 11, OKC en a pris 16. Et c'était surtout en première mi-temps, moi, que ça m'a paru plus flagrant. Peut-être. Ouais, bah, tu vois, voilà. Et ça m'a paru plus flagrant. Et en fait, j'avais l'impression qu'on était tellement peu inquiété de la transition des Mavs qu'on s'est permis d'aller au cercle, notamment Dort, notamment Giddey, notamment, enfin voilà, il y a plusieurs joueurs qui sont allés un peu taper la balle, aller faire chier un petit peu les intérieurs Mavs. Il y en a un que Jalen Williams prend sur la gueule de Gafford, d'ailleurs, assez exceptionnel. Vraiment, on a mis de la physicalité en allant au cercle en rebond off et on les a embêtés là-dessus parce que je pense qu'on les craignait pas forcément en transition et effectivement, à part le début de troisième quart-temps où ils font un run parce qu'ils courent un petit peu et encore, c'est pas que de la transition. T'es pas inquiété, ce qui n'est pas le cas des Mavs pour le coup, ils doivent faire bien plus attention vis-à-vis de nous pour la transition, donc je trouve que ça tactiquement c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on faisait pas forcément contre les Pels, d'aller amener de la pression à chaque tir loupé, parce qu'il y en a eu plus en première mi-temps aussi, c'est peut-être ça qui en prend plus, mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est un des points qui m'a rassuré en fait, qu'on ait trouvé des solutions au fait du manque peut-être d'adresse sur la première mi-temps. Il y a eu la provocation de faute, il y a eu les rebonds offensifs. Ouais, je voulais rebondir là-dessus aussi sur le jeu des possessions parce que ça a fait une énorme différence. Jeu de mots, calembour, rebond. Pas mal, attention, fais des transitions. Oui, belle. Attention, transition pour jeu de transition. Ah, il est en feu là. Là, on enregistre, là j'ai pas mangé. C'est OK ici en deuxième mi-temps là. C'est OK ici en deuxième mi-temps là, il est en feu complet là. Attention. Ah, là j'ai pas mangé, je suis à jeun, je suis à fond. Mais ouais, non, on a pris, si on compte, on a pris 5 rebonds offensifs de plus que les Mavs et on a perdu 6 ballons de moins parce que oui, les Mavs ont perdu 15 ballons, mais OKC a plutôt bien pris soin du ballon, on a perdu que 9. Tu comptes ça, 6 possessions de plus sur des pertes de balles, plus 5 possessions que tu t'accordes en plus sur du rebond offensif, bah, ça fait tout de suite une vraie différence en termes d'action que tu peux exploiter. OKC a pris 5 tirs de plus et oui, ça donne plus de munitions en tout cas pour sanctionner.
Un autre point où je voulais rebondir, c'est qu'on a eu un peu une mi-temps, enfin une première mi-temps où on a été très agressif au panier, on a provoqué énormément de lancers, et une deuxième mi-temps où on a beaucoup eu moins besoin de ça et où on s'est beaucoup plus reposé sur notre adresse à 3 points. Ça a fait un peu, ça a fait un peu deux matchs différents offensivement de la part d'OKC. La première mi-temps, on est tellement agressif au panier parce qu'on est à 5 sur 16 à 3 points, on n'est pas spécialement adroit, mais on provoque 22 lancers. Ce qui est énorme. Hein. 11 pour le seul chez Gilgeous-Alexander, qui a fait un sacré match. Hein. On attendait un gros match de chez, il a répondu présent, et sur la première mi-temps, il a été ultra agressif au cercle. Il pouvait y avoir certains calls qui étaient sympathiques de la part du corps arbitral, mais globalement, il a été plutôt récompensé de son agressivité. En deuxième mi-temps, très peu de lancers provoqués, mais parce que le Thunder plante tout de loin. 11 sur 19 à 3 points. Donc ouais, on a eu une attaque à deux visages, avec une première mi-temps où on est très agressif et OKC prend un petit écart, et la deuxième mi-temps où c'est l'explosion totale avec un retour de l'adresse où là le Thunder fait un écart définitif. C'était assez curieux à voir et assez sympa de voir Mark Daigneault s'adapter à ce qui réussissait le mieux côté Thunder offensivement pour pouvoir sanctionner le plus possible Dallas. C'est pas forcément qu'on a tenté moins de 3 points, parce qu'il n'y a que 3 points, enfin en termes de tentative, il n'y a que 3 points d'écart entre la première et la deuxième mi-temps. Plus si tu rajoutes le garbage time, où il me semble que Kenrich doit en manquer un aussi, tu es quasiment sur la même tentative. C'est juste que les Mavs ont changé leur schéma défensif. C'est-à-dire que première mi-temps, ils concédaient beaucoup de 3 points, notamment dans les corners. Après, ils ont essayé de sortir un peu plus, notamment sur le deuxième quart-temps où tu avais un peu plus d'accès au cercle. Début de deuxième mi-temps, ils sont enfin passés, ce qu'ils n'avaient pas fait en première mi-temps, sur le Daniel Gafford en roamer sur Josh Giddey. Ok, si, mais je crois 4 points en 5 minutes 30. Enfin, au moment où Dallas revient à 66-65, je crois que ça fait 4 minutes 30. Ok, ici a dû mettre 3 points en 4 minutes et demie. Il me semble que c'est ça. 3 ou 4. Et après, tu repasses du coup sur Isaiah Joe, et là, tu as du jeu d'écran, etc., etc. Et les Mavs n'ont pas vraiment, on va dire, su compenser le fait que d'une part, en première mi-temps, tu avais un petit peu de Chet potentiellement, donc beaucoup du jeu de près au cercle, un petit peu de Lou Dort. On l'a beaucoup vu en première mi-temps offensivement, Lou Dort, plus que quasiment sur tous les autres matchs qu'on a vus sur ce début de play-off. Et en deuxième mi-temps, c'était plus du mi-distance de Shea, du mi-distance de J-Dub, donc moins de situations vraiment de rémunératrice, on va dire, au niveau des lancers francs, moins de situations, tu provoques des lancers. Mais après, voilà, l'adresse OKC a quand même eu, ça aussi, c'est un point que je trouve marquant, a quand même eu de bien meilleurs tirs que durant l'intégralité de la série face aux Pélicans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations où, oui, alors les 3 points wide open, etc., mais j'ai trouvé que Shea, par exemple, arrivait à beaucoup plus à se libérer sur des situations de 1 contre 1. Je trouve que J-Dub, même s'il n'a pas été très très bon, il y avait beaucoup de tirs qui ressortaient, ricochaient du cercle, mais il y avait quand même quelques tirs ouverts. Donc, je suis quand même, c'est ce qu'on disait encore une fois dans la preview, la défense des Mavs, même si elle est bonne, elle est quand même moins bonne, on va dire, individuellement. Et OKC s'est trouvé dans de bien meilleures postures pour avoir de tirs plus rémunérateurs que face aux Pels, où chaque panier était difficile. Ouais. Ouais, non, mais là, la défense des Mavs n'a rien à voir avec celle des Pels. Moi, je suis d'accord. Hein. Ton attaque était bien plus facile ou facilitée, avec bien plus de spacing, et c'était bien plus facile de se créer des bons tirs que sur certains passages, au moins, face aux Pels, où vraiment ça devenait très physique, t'avais vraiment du mal à driver, etc. Je trouve, c'est l'exemple d'un Shea, qui je trouve qu'il a pas forcément eu énormément de difficultés à trouver ses tirs, à trouver ses spots, qui a pas toujours été efficace, mais et qui a su sanctionner aussi de loin quand il y avait besoin. Non, je trouve que vraiment, on a mis à mal un petit peu cette défense Mav qui a été en difficulté pour gérer et les drives et les tirs à 3 points, comme vous l'avez bien dit, qui ont dû un peu choisir leur poison et qui l'ont parfois mal choisi, notamment sur la deuxième mi-temps, parce que voilà, 11 sur 19, je crois, en deuxième mi-temps à 3 points, quand ça tombe dedans, avec l'ambiance, etc., c'est vite très compliqué. Effectivement, tu as eu peut-être leur motif d'espoir à eux, il faut quand même le dire. C'est ce moment où ils font le run, où tu défends mieux, où tu as Giddey sur le terrain, Giddey n'a pas été très bon et n'a pas eu des bonnes situations pour lui, même à exploiter, même des bons tirs, etc. Il a souvent pris des tirs difficiles. Donc ça, c'est un peu plus encourageant pour eux, mais globalement, pour l'instant, que ça soit en individuel, j'ai envie de dire Derrick Jones sur Shea ou même les autres, même si PJ Washington, j'ai trouvé plutôt bon sur 3 quarts temps, on va dire, sur J-Dub, après un peu moins.
effectivement. Mais collectivement, c'est pas la même défense pour avec les Pélicans. On les a un peu ressenti sur le nombre de tirs ouverts, sur la qualité des tirs pris, pas beaucoup de pertes de balles pour OKC. Enfin voilà, les facteurs sont plutôt ouverts pour OKC offensivement après ce match-là. Et même ça, quand t'avais pas forcément d'adresse. Parce que, comme l'a dit Tom, t'as eu pas mal d'agressivité, t'as eu pas mal de calls, t'as eu pas mal de choses qui allaient dans ta faveur, mais encore une fois, les fautes sifflées hachées, souvent, c'est qu'il a réussi à prendre de la vitesse, c'est qu'il a réussi à mettre à mal un peu ta défense, là où contre les Pelicans, il n'arrivait même pas à passer ce premier rideau ou à le déplacer, j'ai envie de dire, juste l'amener près du cercle. Donc ça, c'est très positif. Vous avez vu, en plus, le décor a été aménagé en fonction, pour rendre hommage à ces zèbres, justement. Il y a un zèbre en peinture murale. Non, mais après, je suis d'accord. Après, sur ça, je trouve quand même que OKC a été, on va dire, plus malin pour libérer Shai sur certaines situations que ce qu'on l'a été face aux Pélicans. Ça, c'était pas toujours du 1 contre 1. Les situations, tu vois, dont on parlait justement, encore une fois, dans la preview, tu n'avais pas systématiquement un poseur d'écran pour que Shai joue son ISO. La situation, moi, que j'avais demandé, où il jouait du post-up avec tous les joueurs à l'opposé, on a presque eu ça à un moment, presque. Bon, on l'a pas eu complètement, il y avait toujours Jalen qui restait, on va dire, above the break. Mais voilà, je trouve qu'on a quand même été plus malin, mais tu t'es bien rendu compte que c'était un peu la théorie que j'avais aussi exprimée sur le Game 2 face au Pels, c'est que individuellement, pour défendre Shai, c'est quand même difficile, sauf si c'était Herb Jones. Bah, là, pour le coup, ils ont dû s'y remettre à plusieurs, même si voilà, il y a quand même on va dire un facteur adresse, notamment sur ces step back à 3 points, qui font que Shai a été bien meilleur sur ce match que sur 3 des 4 matchs face aux Pélicans. Mais il y a l'adresse à 3 points, mais aussi parce que les lectures de Shai étaient bien meilleures sur ce Game 1 que sur la série face aux Pels. Et ça, en termes de facilitateur, ça a quand même bien aidé à fluidifier l'attaque. Ouais. Shai, il finit quasi. Il est en 29-9-9. Il aurait pu faire l'effort d'être en 30-10-10, mais. Il sait pas StatPad. Il ne sait pas StatPad. Il faut l'admettre. Il sait pas StatPad. Il a tenté un quatrième quart-temps quand il y a des joueurs qui sortent, mais encore Shai, il a tenté d'aller chercher ses 30 points. Il a raté 2 tirs. Et Shai, faut être sérieux. Faut et Wiggins lui vole un rebond en plus. Ouais, non, c'est pas sympa. Si ça avait été Steven Adams, il lui aurait laissé. Voilà. Pas parfait, Ron Wiggins. Voilà, les livres d'histoire, les 29-9-9, on s'en rappelle pas. Hein. Les 30-10-10, par contre, oui. Plus. Tu vois, il a fait un mauvais match parce qu'il est en 29-9-9, alors que s'il avait été à 30-10-10, il aurait fait un triple-double. Et du coup, ça aurait été un bon match. Voilà. Vous avez vu, à une unité près, ça change tout. Ouais. Il aurait été dans les visuels, de temps mort, etc. Tant de joueurs en 30-10-10 qui droppent le cul de la main gauche et qui machin, là, les stats pourris. En plus, avec 2 contres. Hein. Il me semble qu'il y a 2 contres. Alors là, 30-10-10 avec 2 contres, attention. Il n'y a pas beaucoup, je pense, en vrai. Ouais. Et s'il a moins de 26 ans et qu'il est canadien, là, je pense qu'il devait être tout seul. Là, et qu'il est devenu papa il y a moins d'un mois. Enfin bon. Mais ouais, non, vous l'avez dit, le plan défensif des Mavs est clairement moins bien huilé que celui des Pélicans. On sait que les Mavs, c'est plutôt une équipe qui repose sur un jeu offensif dangereux avec Luka Doncic qui accapare toute l'attention, Kyrie Irving qui est un enfer à défendre, et des role players qui remplissent bien leur rôle, justement. Donc, personnellement, si on se projetait sur les matchs d'après, j'ai l'impression que les Mavs ont plus de marge sur leur jeu offensif que le jeu défensif, parce qu'ils ont moins le personnel pour essayer de s'adapter à ce que fait le Thunder offensivement. Alors, le Thunder va pas shooter à 45% à 3 points à tous les matchs, hein, ou alors on joue le titre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, OKC va, je pense, quasiment à tous les matchs réussir à proposer de la bonne attaque et à être dangereux offensivement. Donc, je me fais pas trop du souci pour l'attaque d'OKC, c'est plus voir comment Dallas, sur les matchs d'après, va réussir à mieux exécuter et à voir s'ils pourront le faire avec un Luka Doncic en meilleure santé, en tout cas. À voir ça, à voir. Mais je pense qu'il aura quand même une réaction, le Slovène. Je le vois pas faire une série à ce niveau-là tout le long, même blessé. Hein, je vois pas réaliser ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il avait bien commencé encore une fois offensivement. Il avait mis un peu tous les tirs au début. Et j'ai dit oulala. J'étais pas très serein. J'étais pas très serein au début quand j'ai vu ce qui commençait de mettre dedans. Après, Kyrie s'est réveillé, mais Lucas c'est assez éteint, assez frustré aussi physiquement. Je pense de son état de santé. Ça s'est vu. Il y a eu pas mal de coups. Les 2 côtés du terrain sur des joueurs un peu importants, donc ça c'était assez inquiétant pour les 2 équipes. Il y a eu des petits moments de stress, le palpitant augmenté, je pense, pour les fans des deux équipes. Mais ouais, je pense que il va avoir une réaction Mavs, on en reparlera à la fin, et je pense qu'elle va passer par lui, elle va passer, je pense, par des ajustements défensifs, on l'a bien dit. Mais ouais, individuellement,
Défensivement, en tout cas, c'est moins équipé que les Pels, je trouve, à voir comment ils s'adaptent, parce qu'ils ont d'autres armes peut-être à mettre en place. Et après, offensivement, c'est à tout moment, ça peut prendre feu. Ça reste la problématique, effectivement. On parle joueur un petit peu. Bon, on a pas mal parlé de Shea. Je pense qu'on peut sauter. Il a été très bon, il a dominé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous voulez aborder? Je me doute que oui. J'aimerais bien parler de Lou Dort, moi, d'abord, parce qu'on vient de parler de Luka. On ne peut pas non plus négliger l'impact physique, encore une fois, d'un Lou Dort. On l'avait un peu aussi dit avec Constance, c'est un peu plus dur d'éteindre Luka. Même, je ne sais même pas si on l'a éteint, là. Je trouve qu'il a été inefficace, mais on ne l'a pas éteint. Non, il a juste manqué ses tirs. Hein, parce que Oui. c'est des step back, quoi. Enfin, c'est la théorie des step back, quoi. Ouais. Les tirs, tu peux pas les défendre. Hein. Il y a une situation là où il fait un espèce de. Je sais pas comment on pourrait l'expliquer en termes de dribble, mais où vraiment il fait semblant d'aller à 45, il re-rentre. Enfin, il fait un espèce de. Pas de step back, mais c'est sur Cason Wallace en première mi-temps, où il le met bien dans le vent et où il loupe son step back. Donc à partir de là, au moment où il rate ses tirs, peut-être qu'au game 2, il les mettra ces tirs-là. Et la défense sera la même. Ouais. Mais je trouve que Lou Dort, pour le coup, l'a bien embêté, a été très présent et très bon pour rester au contact de lui sur beaucoup d'écrans et sur beaucoup de choses, et a réussi à gagner quelques ballons qui, pour un Luka, c'est frustrant. Quand tu vois, tu perds un petit peu la dalle et t'as la balle et que t'as un Lou Dort qui plonge de 2 mètres pour la récupérer, ça c'est toujours assez énervant pour un joueur qui porte autant la balle, je pense, et c'est assez frustrant. Donc même, encore une fois, Lou Dort, sans être aussi décisif que lors de la première série, je l'ai trouvé très intéressant. Ouais, il a été très bon. Il est encore efficace à 3 points, 2 sur 5. Alors à 2 points, c'est pas le même. C'est pas la même chanson. Au cercle. Ah ouais, là c'est compliqué, mais ouais, globalement, il fait ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'il faut défensivement sur Luka. Il fait ce qu'il peut en tout cas, et là en tout cas, il a été bon. Et il est à droit de loin. Donc il y a pas. On ne demande pas plus à Lugensdort, alors qu'il y a eu des problèmes de faute. Hein. Il a joué que 25 minutes parce qu'il était à 5 fautes. Il a été rapidement à 4 fautes. Il a 4 fautes dans le troisième quart. Ouais, avec des calls. L'arbitrage a pas été pour ou contre une équipe, mais c'est on souffle un peu sur certains calls quand même. Hein. À chaque recap, sinon on peut faire 15 minutes sur l'arbitrage. Donc de toute façon, il faut faire avec. Peut-être que les 2 matchs à Dallas, les Mavs seront plus influencés. Disons qu'on peut parler de ce qu'on contrôle. Et là, pour le coup, l'arbitrage, bon. Ça a été beaucoup sifflé ce match-là, je trouve. Il y a eu beaucoup de calls que des fois ne sont pas pris en playoff, notamment, c'est sûr. Disons que si tu regardes ce match-là et qu'après tu te fais le replay du Wolves Nuggets, c'est en mode c'est la même ligue. Enfin, je regarde un match de novembre et l'autre c'est un match arbitré en mars où ça se passe comment. Donc, Wolves Nuggets, c'est du MMA. C'est pas la même ambiance. Mais, non, mais c'est que là, ça a eu un impact sur Lugensdort qui a vu son temps de jeu réduit à cause de ses fautes sifflées contre lui. Mais globalement, oui, il a eu un plutôt bon impact et il est un artisan majeur de la très belle perf défensive d'OKC. Ouais. Après, il y a vraiment des situations où il pique la balle à Luka sur du dribble. Alors là, pour le coup, tu sens qu'il n'est pas à 100% parce que Luka, jamais il perd la balle sur un dribble où il jette là. Et c'est Matt Moore d'Hardwood Paroxys qui a sorti la stat sur les balles à 50-50. Là, OKC est à 8-3 en termes de ballons récupérés. Donc, le seul play, c'était OKC qui les faisait. Et pour moi, il n'y a rien qui est plus notoire en termes de pure seul play que justement cette situation où Lou Dort pique la balle dans les mains de Luka. Et il se jette, il fait la passe pour Wiggins qui ensuite sert J-Dump quand on voit un gros dunk en transition. Ça, c'est des situations de pure hustle play. Ça, c'est des situations où là, tu as vu que tu avais l'espèce de dog mentality, là, parce que ça a encore aboyé de malade mental au Paycom Center. Alors, encore une fois, il n'aboie pas d'ailleurs pour l'interview TNT. Il garde les aboiements pour Nick Gallo, qui est encore là. Alors, je sais pas ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas de chaîne pour couvrir, mais il est encore là pour faire les interviews. Ils étaient dégoûtés. Il y a une vidéo où J-Dub demande où il est pour aller en interview avec lui. Avec TNT, c'est exceptionnel par contre. Mais ils l'ont eu juste après. Mais toujours est-il que non, Lou Dort, défensivement, je l'ai trouvé intéressant, même si c'est pas le match qui m'a le plus marqué. Je trouve que collectivement, OKC a quand même fait un plutôt bon taf. C'est vraiment... Plus que la défense en individuel, c'est le refus de l'écran sans avoir trop de retard malgré tout qui m'a vraiment... le refus du switch sans avoir trop de retard à cause de l'écran qui m'a encore une fois marqué, qui était quasi un défaut tout au long de la saison sur le Dort. On disait, bon, la navigation entre les écrans, là, pour le coup, il s'est bien réveillé. Carrément. Tom, peut-être un joueur, toi, que tu as envie de parler. Je sais que tu as envie de parler d'Aaron Wiggins, mais on va en parler. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être? Justement, avant de parler du MVP des finales, alors je vous spoil, mais ce sera Aaron Wiggins, cherchez pas.
On va quand même parler de Chet Holmgren. J'ai envie de parler de Chet parce que il m'a piqué mon jeu. Bah ouais, mais il a fait un match c'est un grand malade, Chet Holmgren. Hein. Franchement, c'est ses premiers playoffs. Il y a les votes du Tipoy qui sont sortis. Chet n'a pas eu de vote. Shea a eu un vote, 1 ou 2, je crois, sur le podium. Ouais, deux deuxième place, je crois. Deux deuxième place. Bon. Non, mais Domantas Sabonis a eu un vote. Hein. Ouais, Sabonis est mieux placé sur le Tipoy que Chet Holmgren. C'est un scandale. Hein. Vraiment. Quand Chet il sera dans aucun defensive team, alors que le mec a emmené l'encre défensive de la 5e défense en NBA, bon, préparez-vous à ce que je sois rouge. On va y aller. Ah oui, les deux, multicolores. Ouais. mais ouais, non, il fait encore un match, Chet Holmgren. Déjà, il est adroit offensivement. C'est un truc sur lequel on parlait contre les Pelicans sur les 2 derniers matchs où il avait du mal à trouver son rythme en attaque. Là, offensivement, il a été 19 points à 8 sur 16. 2 sur 5 de loin, il a sanctionné. Et même 4 rebonds offensifs, il a vraiment eu un bon impact offensivement. Et il a été un des artisans majeurs de la belle prestation offensive d'OKC. Mais surtout défensivement, il est hallucinant. Parce que Daniel Gafford fait vraiment un bon match pour le coup. Des deux côtés du terrain, et pourtant il finit à 5 sur 12, et pourtant il y a des situations où Daniel Gafford il a la balle à 2 mètres du panier, normalement c'est dunk quand il est lancé, il voit Chet Holmgren arriver avec ses bras en l'air, il tente un flotteur dégueulasse qui fait une brique de fond d'arceau, il y a 3 comptes de Chet, mais il y a des situations où il dissuade tout ce qui bouge, c'est vraiment... C'est encore impressionnant, j'arrive pas à m'habituer à Chet Holmgren qui envoie ce genre de perf alors que c'est ses premiers playoffs, et que c'est sa première saison tout court d'ailleurs. Ouais, très, très gros match de Chet qui a... C'est pas le joueur qui a le plus sauté à l'œil, étant donné qu'il y a Shea, il y a Wiggins, etc. Mais son impact, il a encore été une fois énorme sur le match. Et ouais, voilà, c'est une très grosse perte de Chet Holmgren et on espère que ça va continuer comme ça. Les 3 points de Chet dans le corner. Il y a des 3 points de Chet dans le corner. Quand on avait fait l'épisode sur les rookies, j'avais dit il faut qu'il en prenne, et là il en prend. Ah là, j'étais content là. Le petit 3 points, là, le 3 points qu'il met dans le corner là, dans le 4e quart, j'ai fait mon Thierry Giardi, j'ai fait vas-y mon petit. Alors là, j'étais content. Non mais en vrai, défensivement, c'est à noter quand même. Il prend plus de rebonds off que de rebonds def. Ça, bon. C'est plutôt Shea qui a été excellent sur les rebonds défensifs, en tout cas qui a été là pour prendre les rebonds défensifs, un peu comme Luka d'ailleurs. Luka, quand il fait ses triple-doubles, c'est souvent les mêmes types de rebonds que ceux qu'a pris Shea sur ce match-là. Mais non, je l'ai trouvé très intéressant. Finalement, il y a des situations où il s'est fait challenger par Gafford, parce que 5 sur 12 par Daniel Gafford en attaque, mais alors en défense, il termine avec 5 contres, et les 5 contres, il se voit. Pour le coup, lui, quand il fait des contres, pour le coup, il se voit. Ils sont pas, c'est pas des contres au sol à la Tim Duncan, c'est des vrais contres de volleyball. Mais non, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, la protection de cercle exceptionnelle, et même au-delà du compte, juste la capacité à dissuader, ce qui commence à arriver un peu plus ces derniers temps, ou en tout cas il est de plus en plus dissuasif. Les mecs, ils vont quand même un peu moins souvent la tête la première driver sur Chet, et puis voilà, en attaque il fluidifie complètement le jeu. C'est dommage encore que ce turnaround fadeaway il soit pas présent, parce qu'il pourrait débloquer tellement plus de trucs offensivement, mais bon, on va pas non plus en demander trop. Mais même je l'ai trouvé actif sur les interceptions par exemple, les lignes de passe, les entry pass, etc. Non, moi j'ai trouvé son match extrêmement complet, et je me demande même si la prestation défensive c'est pas la meilleure qu'on ait pu voir depuis le début des playoffs. C'est pas loin, en tout cas. C'est pas loin. Parce que Derek Lively, pour le coup, on n'en a pas parlé. Mais il a été... autant Gafford fait un bon match, autant Derek Lively est inexistant sur ce match. Ah, il s'est fait dégommer. Hein. Franchement, c'était. J'avais de la peine pour Lively, honnêtement. Parce qu'il s'est vraiment fait manger. Il s'est fait manger. Non, mais ce qui est... Après, la match-up, je pense que tu conviens un chouïa mieux que les Pelicans pour Chet. On verra sur la suite de la série, mais ça lui convient peut-être un peu mieux. Mais ouais, ils se sont rendus vraiment coup pour coup avec Gafford. J'ai vraiment aimé c'est pas l'aspect mental, on est en playoff, mais l'intensité, la résilience et le fait de dire bon bah je viens de louper un tir, bah le prochain je lui monte sur la gueule, j'en ai rien à foutre. je fais marquer. Oh la grossièreté. Ça y va là, les gros mots sur cette. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui
Ouais, il a vraiment eu cet état d'esprit-là où vraiment il voulait sanctionner la défense adverse. Au début, les tirs sont pas tombés dedans, c'est tombé dedans un peu plus tard, dans les corners notamment, parce que on utilisait Wiggins notamment sur pick and roll, etc. Donc ça a permis de mettre Chet off-ball et d'avoir des tirs ouverts. Mais il y a pas mal de situations où soit c'est des rebonds off, où il remonte direct au dunk, voire en claquette dunk d'ailleurs, soit il y a un rebond off, il arrive, il sanctionne un peu la défense des Mavs un peu perdue pour dunker sur tout le monde. Il y a eu plusieurs situations comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Toujours un peu de mal sur les drives où il a eu du mal à trouver un tir. Gafford l'a plutôt bien défendu là-dessus. Mais ouais, globalement, il a fait un grand match. Et effectivement, ses comptes sont peut-être moins voyants ou j'avais même pas conscience qu'il en avait forcément mis 3 ou 4 selon les statisticiens. Mais aussi parce que je pense que les joueurs ne vont moins tête baissée sur lui, comme tu l'as dit, Constant, qui l'effraie un petit peu plus. À la Gobert, on n'en est pas là, mais voilà, dans cette optique-là où, en fait, t'as un périmètre autour de lui qui commence de faire un petit peu peur et quand il entre, tu sais pas comment tu vas en ressortir, si je peux dire comme ça. Quand pendant toute la saison régulière, t'es en mode kamikaze à aller sur tout ce qui bouge, quitte à te prendre des posters, à venir contrer tout le monde. Il y a un moment donné où les mecs, c'est dans leur tête, ils se disent bon bah lui, faut peut-être pas trop y aller parce que c'est un fou furieux, il va nous avoir. Mais et puis il se jette moins qu'en début de saison de Chet. C'est beaucoup mieux, il time beaucoup mieux ses contres et ses contests. Donc ou Game One par exemple. Exactement. Enfin, Game One face aux Pels, j'entends. Oui. On en avait parlé, on avait dit qu'il était retombé dans ce travers-là. Bah, du coup, s'il y a moins de rebonds off, c'est aussi parce qu'il se jette un peu moins sur tout ce qu'il bouge. Exactement. Complètement. Constant, tu as peut-être un joueur dont tu voulais parler. Bon, il y avait Chet, mais est-ce que tu en as d'autres? Non, bah, je vais vous laisser Aaron Wiggins. Moi, j'hésite entre le banc. Globalement, je vais faire un tir groupé pour le banc. On a déjà parlé de Jalen Williams, tu vois. Pierre, tu disais, je crois que c'est sur le Game 4 où tu disais que le banc était un peu insatisfait et que tu voyais pas qui pouvait prendre la place de Josh Giddey en match serré. Bon, là, pour le coup, on a bien vu. Il y a 4 joueurs, là. Il y a 4 joueurs, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a minimum 3 joueurs. Allez, parce qu'en vrai, il y en a 4. Oui, Jalen, oui. Mais voilà, Giddey, on a vu que c'était très difficile. Dès que c'est pas les Pélicans, l'adresse redevient un peu plus normale, quoi. Notamment cette brique à 3 points infâme où il touche que le plexi, là, début de deuxième quart-temps. Non, mais sinon, tir groupé sur Isaiah Joe, qui a quand même retrouvé pas mal d'adresses. Que j'ai trouvé encore une fois intéressant, même défensivement. Il y a quelques situations où ils ont essayé d'attaquer où Luka a essayé d'attaquer sur lui. Finalement, tu claques pas forcément des dents. Alors oui, tu es diminué physiquement, donc forcément, c'est un peu plus simple, on va dire, de rester devant. Mais voilà, je l'ai trouvé très intéressant. Et puis Cason Wallace, encore une fois, Cason Wallace, lui a défendu sur Luka, il a défendu sur Kyrie. On va dire que les défenseurs d'OKC, quand ils ont défendu sur Kyrie, ils n'ont pas été très bons à partir du moment où il prenait le tir, mais par contre, pour l'empêcher de prendre un tir et pour lui forcer à faire une passe ou forcer à ressortir la balle, on a été plutôt bon sur ça. Mais voilà, je trouve que les deux ont été adroits, utiles en attaque. Voilà, à partir de là, c'est des joueurs que tu n'as pas forcément du côté de Dallas, que tu as encore moins avec l'absence de Maxi Kleber. Et quand tu vois que, les 3 joueurs qui ont le plus de minutes du côté de Dallas, c'est Josh Green qui a été OK, mais pas particulièrement bon. Tim Hardaway et Derek Lively, et que de l'autre côté, les 3 joueurs qui ont le plus de minutes, c'est Aaron Wiggins, Cason Wallace, Jalen et même Isaiah Joe. La différence, elle se fait en partie sur ces minutes. Moi, je voulais faire un tir groupé comme toi sur le banc, un peu le banc versus Giddey, parce que ils ont tous été vraiment très bons, ceux qui ont joué. On comptera pas ceux du garbage time. Gordon Hayward n'a pas forcément apporté comme du Gordon Hayward de playoff, quoi. Mais pour le coup, les 4 autres, ça doit être un enfer pour les fans des Mavs parce qu'ils ont tout mis, ou presque. 3 sur 4 à 3 points pour Wiggins, 2 sur 4 pour Cason, 1 sur 2 pour Jalen, 2 sur 4 pour Joe, 2 sur 3 pour Joe. Alors vraiment, ils ont tous été adroits à des moments un peu différents en plus, où ils ont chacun eu un petit peu leur moment. Bon, ensuite Wiggins, ça a duré beaucoup plus longtemps, mais globalement, c'est un petit peu ça. Défensivement, ça a été très bon, notamment Cason et même Jalen, j'ai vraiment bien aimé, avec notamment 9 rebonds en plus. On parlait rebonds, 9 rebonds en 16 minutes, c'est pas mal. Franchement, pour un backup. Après, il y a le garbage aussi. Il y a le garbage, effectivement. Mais globalement, j'ai trouvé plutôt bon là-dessus. Et effectivement, en plus, ils sont dans les moments de run, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est pas forcément Giddey, notamment en 3e quart-temps, dans le run un peu déterminant, là. Et pour parler de Giddey, en fait, à part ce moment où tactiquement, les Mavs ont évolué,
Défensivement, je l'ai pas trouvé scandaleux. Bon, il gagne un ballon à un moment, il prend un énorme coup de Gafford, du coup, il doit sortir et il re-rentre plus d'ailleurs, à partir du moment où il saigne un petit peu de la bouche, là. Et après, offensivement, bah ouais, les tirs ne sont pas rentrés, il en a pris que 2 à 3 points, mais je les ai trouvés hors rythme en plus, contrairement à ceux des derniers matchs contre les Pelicans où ils étaient ouverts en rythme, etc., voire en transition, il en avait pris un. Là, c'était vraiment arrêté. Mon joueur sort sur moi mais reste à 1 mètre, du coup je fais un jab step, je retire, etc. Un peu plus compliqué. Il y a eu au début de match où il a essayé de se créer des tirs en transition, où il a 1 sur 2 là-dessus, il en a mis un, mais voilà, on l'a peu vu, 16 minutes seulement, voilà, donc quand tu vois l'apport du banc, là c'est dur de le faire jouer plus, et c'est dur de justifier sa présence dans le clutch ou dans les moments chauds un petit peu, c'est sûr. Il a fait le move qui sanctionne les mauvais défenseurs, parce qu'il avait fait ça, je sais plus qui dépelle, c'est le move hop. Il a fait ça sur Luka, là où il fait 2 dribbles sur place, là, le gauche-droite, et ensuite il va finir au layup. Ça, c'est ce que j'appelle, tu es un mauvais défenseur si tu te fais sanctionner, c'est la théorie sur ce genre de move. Mais après, non, enfin, comme tu l'as dit, Pierre, à la seconde, Kyrie Irving rentre son 3 points, il y a temps mort Marc Denlotte, il y a 66-65, Guidi, on le revoit pas du 3e quart-temps. C'est le moment où Isaiah Joe rentre. La première action en sortie de temps mort, c'est un 3 points d'Isaiah Joe. Ouais. Donc, encore une fois, c'est toujours la même problématique. C'est aussi pour ça que moi, je ne suis pas, on va dire, le plus optimiste sur les chances du Thunder d'aller tout au bout, on va dire, de ces playoffs. C'est qu'il y a toujours cet inconnu Guidi qui, moi, me frustre un petit peu et que là, tu es dans un soir où Wiggins c'est parfait, où Cason Wallace c'est excellent, où Isaiah Joe rentre ses 3. Mais on l'a vu lors du premier tour face aux Pelicans, c'est pas tous les soirs que ces 3 joueurs-là mettent dedans. Donc, quand tu as un titulaire qui est pas bon et les autres derrière qui peuvent pas step up, tu peux être un poil con. Ouais, et Guidi, pourtant, avait fait une entame de match plutôt correcte. Il a été agressif d'entrée, il a eu pas mal de. Il se fait contrer par Gafford à un moment. Ouais, par contre, il se prend un sale contre. Oui. Mais on l'a dit, de toute façon, Gafford, tous ses comptes, c'est des highlights. Donc. Mais c'est peut-être ça qui est inquiétant, c'est qu'il fait une entame plutôt correcte et après il disparaît totalement du match, quoi. Malgré ça, il a quand même été plus visible que Gordon Hayward. Gordon Hayward, je sais pas. En fait, il apporte rien. C'est la neutralité incarnée. C'est ça. Il a raté un putback. Il est rentré sur le terrain. Alors, je pense que Daigneault l'a fait jouer pour amener de la taille par rapport aux ailiers athlétiques des Mavs. PJ Washington, Derrick Jones Jr., Josh Green, c'est des mecs qui passent beaucoup de temps en l'air, qui ont, je pense, des jetpacks, mais contre lesquels il faut amener de la taille. Le truc, c'est Gordon Hayward, ok, il amène de la taille, mais il décolle pas du sol, quoi. Donc même là, c'était compliqué. Donc défensivement, il y a eu quelques trucs sympas, mais pas non plus exceptionnels. Je sais pas. Va falloir qu'on mise sur du Wiggins quasi exclusivement en ailier sorti de banc, j'ai l'impression. Parce que c'est le seul qui a l'air de tenir la route. Hein. Alors, Caron Wiggins. Ouais. Wiggins. Voilà, pour faire. Parce que Gordon Hayward, à chaque fois, on dit qu'il est invisible. Je pense qu'il y a un moment où il ne faut plus en parler. Il est tellement invisible, tu vois, qu'on n'en parle plus. Il y a un moment, mais... Alors, Caron Wiggins. Ou alors peut-être J-Dub avant. Il faut garder le meilleur pour la fin. Mais je sais pas, comme vous voulez. Mais non, je vais partir. Je prends le conducteur. Je vais partir sur J-Dub rapidement. 3 cartons infects. Ils sont infects, les 3 premiers cartons de J-Dub. Je sais pas à combien il est. Je crois qu'il a 1 sur 8 sur les 3 premiers cartons cumulés. 2 sur 11. C'est encore pire que ce que je pensais. Non, mais toujours est-il que, encore une fois, c'est 4e carton de J-Dub et il n'a pas été bon, mais par contre, le timing de ses paniers est quand même particulièrement. C'est-à-dire que tu as un moment où Kyrie commence à préchauffer, là, c'est le Kyrie de 2e mi-temps, il te met un lay-up, J-Dub, il répond avec un mi-distance, Kyrie met un 3 points, J-Dub répond avec un autre 3 points. Tu as 5 points de suite où c'est juste J-Dub et Kyrie qui se répondent, et c'est à partir de ce moment-là, on va dire, où ça met vraiment fin au run des Mavs ou à toute tentative des Mavs de revenir. Voilà, dans le 4e carton, je crois qu'il est à 6 sur 6. Non, 4 sur 4 dans le 4e carton, 2 sur 2 à 3 points. Il y a un side step absolument de malade mental et on a vu que il y avait les step back de Shea, mais sur la menace du pull-up à 3 points, c'est J-Dub qui est capable de sanctionner. Donc, pas très bon, même si les tirs, on va dire qu'il a pris les tirs qu'il prend habituellement, même s'il y a pas mal de situations où il a essayé juste de contester le pivot adverse près du cercle, de le challenger, que ce soit des Gafford ou des Lively. Il a été un peu court, soit sur ses finitions, sur les English, etc. Il n'a pas toujours été en réussite. Il a pris quelques tirs à mi-distance avant le 4e quart où ça ressortait, ça ricochait hors du cercle. C'est des tirs qu'il prend habituellement, qui ne sont pas tombés dedans. Défensivement, je l'ai trouvé plutôt bon, notamment sur Kyrie. Effectivement, c'était bien lui qui défend de manière principale sur Kyrie.
Et puis voilà, l'explosion dans le 4e quart, ça pour le coup, on commence à être habitué. Mais disons que le timing des paniers est quand même assez exceptionnel pour OKC. Et petit truc, c'est que J-Dub est à 0 sur 5 au tir en première mi-temps. Alors, c'est vraiment affreux. Par contre, tu vois, on parlait de l'agressivité et de beaucoup de lancers provoqués. Il a provoqué 6 lancers. Bon, il a quand même été assez maladroit au lancer, mais au moins, c'est un truc qu'on ne voit pas, on le voit pas assez faire, ça, de provoquer des lancers. Il a quand même réussi à contribuer de ce côté-là dans une première mi-temps qui était vraiment affreuse au scoring. Pourtant, c'était ses tirs. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était des tirs Ouais. bien plus compliqués que comme. Mais bon, effectivement, c'est le timing des tirs avec J-Dub qui est primordial. Et il sauve son match, hein, parce que sinon, on aurait pu arriver ici et se dire bon, on a perdu, ou peut-être qu'on a gagné, et on avait J-Dub à ce niveau-là, on peut être serein, concrètement, parce que s'il joue comme les 3 premiers quart-temps, bon, après le 4e quart-temps, effectivement, il est déterminant, réponse à Kyrie, etc. Mais j'ai par contre bien aimé défensivement. On l'a un petit peu dit, moi j'ai plutôt bien aimé. Il va avoir la responsabilité de Kyrie, on l'a annoncé. J'ai trouvé plutôt bon. Après, Kyrie est des fois indéfendable. Faut juste être honnête. Il y a des trucs qu'il fait, c'est indéfendable. Mais Encore, on n'a pas trop eu les finitions de marteau là. Ouais. On a plus eu des gros pull-up ou des trucs comme ça, quoi, effectivement. Mais défensivement, ouais, impactant dans l'intensité toujours. C'est ça qui est agréable avec J-Dub, hein, c'est que même dans un match un peu sans offensivement, il réussira à un peu créer des choses et à t'apporter même des deux côtés du terrain. Donc ça, c'est intéressant. 5 passes décisives aussi, pas négligeable, hein, pour J-Dub. Donc on n'a pas cité d'ailleurs pour Josh Giddey, mais sacré alley-oop avec Chet, si je me trompe pas, au début de match. Ouais, Mais ouais, non, plutôt intéressant quand même J-Dub, et sur la fin de match, il sauve un peu son aspect scoring, mais après sur le all-around, il était avant, effectivement. Bon, Tom, Wiggins, c'est le moment, on va presque finir là-dessus. De toute façon. Hein. Ouais. On a fait monter la sauce, on pourrait parler du garbage time d'Ousmane si vous voulez, mais bon. Ouais, là, le petit tir là en sortie d'écran, là j'ai vu le KD français, là j'ai vu le KD français. Attention. Vous savez, c'est ce que j'ai tweeté. Vous savez que Ousmane Dieng, vu le vide intersidéral qu'il y a entre Gordon Hayward et Kenrich Williams, il y a 15 minutes à prendre l'an prochain. Bref. Ouais. Là, ça va être un peu juste. Hein. Mais ouais, non, Aaron Wiggins save basketball. Ça s'invente pas. C'est encore le cas. L'a dit en Non, Chet l'a dit en interview avec Nick Gallo, ouais. je crois. Oui. Ouais. Et puis après, ils l'ont balancé devant pour qu'il aboie. Enfin, voilà, la classique, quoi. Mais ouais, non, Aaron Wiggins, 22 minutes, 16 points à 5 sur 7, 3 sur 4 de loin, il a été à droit, il a été impactant défensivement, il a fait des hustle plays. Il y a une action où c'est Chet qui finit avec un Tomar pleine balle, mais où Aaron Wiggins gratte tous les 50-50, gratte tous les ballons sur l'action, c'est impressionnant. Parce que je crois que Chet prend un 3 points à 45, il se fait contrer. Il y a le ballon qui traîne, Aaron Wiggins tape la balle, Cason Wallace récupère, il la redonne à Aaron Wiggins, il dribble un mec, il attend, et t'as l'impression que c'est lui, Luka Doncic. Il attend la lecture, il est très serein, petite passe à Chet dans le bon timing, et c'est Chet qui va dunker. Enfin, vraiment, que des bonnes actions d'Aaron Wiggins. Il met 12 points en première mi-temps, il a un impact énorme. Vraiment, voilà, c'est un joueur précieux en sortie de banc. On n'avait pas vu ce genre de match de la part d'Aaron Wiggins contre les Pélicans. Et là, contre Dallas, il a vraiment été très précieux dans tous les bons coups du Thunder. Dès que le Thunder avait un run, Aaron Wiggins était là et Aaron Wiggins faisait des bons plays. Donc ouais, c'est un match, c'est le facteur X du match, hein, concrètement. Il joue pas du premier quart, je crois, si. Il rentre deuxième et je sais même plus s'il joue du troisième quart. Non, il joue pas le premier quart. Ouais. Et il joue pas dans le troisième non plus. Ouais, il rentre tout le temps deuxième et quatrième. Ouais. Par contre, il joue presque l'entièreté du deuxième et du quatrième. Enfin, il joue 22 minutes. Tu m'étonnes. Ouais, mais il a un peu forcé la rotation. Et non, au deuxième quart, déjà, il rentre, il plante à 3 points, première action presque, il a la balle. Assez loin en plus, il a été à droite, défensivement. Lui, en termes de sérénité, quand ça switch, t'es plutôt bien, il est toujours impactant. Puis ouais, en fait, là, c'est le genre de match qui font que tu deviens fan d'Aaron Wiggins, parce qu'il y a toujours un truc qui se passe, il y a du hustle, il va te mettre un drive, il va aller provoquer une faute, c'est excellent, hein. Après on l'utilise en pick and roll, c'est lui qui va faire la bonne passe, etc. Non, vraiment intéressant dans ce joueur ultra polyvalent qu'on avait pu décrire maintes et maintes fois.
Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter, il a été exceptionnel. Et typiquement, lui, sur un match clutch, pour l'instant, c'est peut-être lui que tu mets sur le terrain, potentiellement, surtout face à Luka et Kyrie dans les optiques de switch. Parce qu'on en a parlé, même si Joe ou Wallace ont été bons, ils seront ciblés peut-être sur des switches, mais là, lui, t'es vraiment serein, quoi. Après, sur le Game 1 face au Pels, c'était Kayson qui avait close-out Ouais, avec c'est vrai. le reste du 5 majeur. Mais même, alors déjà, je pense que Lucas, qui est un ancien de la maison et qui, lui, pour le coup, Day One, a cru en Aaron Wiggins, il doit être, je ne sais pas, il doit être au paradis là quand il voit la production d'Aaron Wiggins, donc on le salue. Et puis même, ce que je trouve intéressant avec Aaron Wiggins, c'est que dans le deuxième quart, bon, il met 12 points, il est en feu complet, mais il met 2-3 points dans le corner. Et la situation d'après, il est dans le dunker spot et je crois, il fait le panier ou il fait une passe décisive. Il y a des situations comme ça. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'Aaron Wiggins, contrairement à Josh Giddey, qui parfois peut rester un peu statique, il ne va pas rester planté dans son corner. Il va attaquer potentiellement le fait qu'il ne soit pas respecté. Et c'est ça qui est intéressant. Alors oui, il y a la polyvalence défensive. Je trouve qu'en attaque, c'est quand même un joueur non seulement plug and play, c'est-à-dire que tu peux l'insérer avec n'importe quel line-up. En fait, il colle. Et puis, c'est quand même un connecteur. Attention. Non, c'est quand même un fluidificateur dans le jeu que je trouve très intéressant. Même sans forcément parler au niveau des pages, je trouve que la manière de se positionner, la manière de se mettre en mouvement est quand même pas mal à débloquer le jeu en attaque. Aaron Wiggins au scoring, alors personne ne le connaît, donc c'est un peu d'avantage pour OKC, c'est que les équipes d'en face, ils vont le laisser faire ce qu'il veut, donc ils le connaissent pas, mais Aaron Wiggins, c'est un mec qui est devenu fiable à 3 points, et à la base, en plus, c'est un très bon finisseur au panier. Donc en fait, sur plein de situations, sur du cut, sur du spot-up à 3 points, voilà. Enfin, même balle en main, il peut aller attaquer le panier et finir sur drive. Il y a pas mal de situations où il peut t'apporter Aaron Wiggins, et là on a eu la totale. Hein. On peut prendre le match qu'il a fait et en faire une petite vidéo highlight pour décrire le joueur Aaron Wiggins, parce que alors le player ultime, tu veux dire, on devrait l'appeler comme ça. Ouais, exactement. Non, mais après, il faut qu'il se calme parce qu'on va devoir le payer cher. Après, c'est ça qui m'inquiète. Non, mais c'est la technique. Moi, je dis, c'est la technique. Dédicace aux fans d'Enix s'ils nous écoutent. C'est la technique Miles McBride. Tu le fais pas trop jouer, tu le prolonges au rabais et après, tu lui mets 30 minutes par match. C'est la technique. Moi, je le dis, ça, c'est la technique. Isaiah Joe, ça marche pas parce que les gens le connaissent un peu trop. Mais Aaron Wiggins, là, je pense que pour le coup, il va être. Tu vois, si Aaron Wiggins était, je sais pas, aux Lakers, par exemple. Tout le monde dirait que c'est un role player d'élite, etc. La hype du gars, ouais, franchement, c'est sûr. Ouais, sûr. J'ai vu un mec qui avait tweeté qu'Aaron Wiggins, s'il jouait au Knicks, il serait à 48 minutes comme Josh Hart. C'est possible. C'est vraiment possible. C'est possible. Thibodeau l'aimerait bien, je pense, Aaron Wiggins. Est-ce qu'il peut tenir les 48 minutes? Ça, c'est une autre question. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça aussi. Parce que là, ce qu'il fait, le faire sur beaucoup plus de minutes, c'est compliqué, je pense. Après, Mark Daigneault ne veut pas le faire jouer sur les premiers et troisième cartons. Donc on n'a jamais vu en fait Aaron Wiggins avec beaucoup de temps de jeu. Daigneault ne veut pas le mettre sur le terrain comme ça. Donc, là, il est à 23. Là, c'est déjà une bonne minute, 23 là, quand même. Ah, mais tu vois, il joue deux cartons. Ouais, c'est ça. Il joue que 2 cartons, Wiggins. Donc ça fait tout le deuxième peut-être et une partie. Enfin, il joue 10 minutes sur. Il joue 10 minutes, enfin 10 ou 11 minutes sur le deuxième carton. Il termine pas la mi-temps. Mais parce que je sais plus qui c'est qui termine la mi-temps, c'est pas Giddey, mais c'est un autre joueur. Et il joue la quasi-intégralité du troisième à partir du moment où il sort Josh Giddey à partir du temps mort, et le quatrième quart jusqu'au moment où le match est considéré comme un blowout, donc à 5 minutes. Je crois pas qu'il joue le garbage. Si, il joue les 12 garbage. minutes. Il joue pas le troisième, justement. Il joue pas le troisième. Aaron Wiggins. Tu croyais qu'il leur. Bon, bref, excusez. En plus, on l'a dit tout à l'heure, excusez-moi pour l'imprécision, mais non, mais toujours, il fait jouer le garbage, quoi. Ça c'est incroyable. Bon, bref. Oui, il fait jouer le garbage balle en main, histoire de rigoler un peu, quoi. Bon, comme d'hab. Ouais. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce Game 1. Le Game 2 sera très bientôt là, dans 2 nuits. On a un petit peu de temps de repos. Merci beaucoup d'avoir débriefé ça avec moi. C'était très agréable. On a été très complet, je pense. C'est le premier match d'une série. C'est toujours comme ça. On a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à analyser. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner partout. Toutes les plateformes d'écoute. Bien sûr, YouTube. Bien sûr, Twitch aussi. On essaiera de faire des lives encore, même pendant les playoffs. Et merci à tous de votre soutien pendant cette période de playoffs et pour tous les contenus débriefs qui marchent très bien, on l'a déjà dit, mais merci beaucoup. Et puis voilà, on se retrouve pour le match 2 très rapidement. Puis à bientôt. Salut. Salut.